l'avenir, mais l'avenir de qui exactement? L'Afrique est le continent d'avenir, mais l'avenir de qui? Pour une raison simple. Mais l'Afrique a toujours été un continent d'avenir. C'est pour ça qu'on s'est réunis en 1884 à Berlin. L'Afrique a toujours été un continent d'avenir. C'est pourquoi toutes les puissances, les grandes nations essayent de se positionner en Afrique. Les puissances traditionnelles comme les puissances émergentes. Regardez aujourd'hui, c'est la course à l'Afrique. Non seulement des puissances traditionnelles, comme je le disais, mais les puissances émergentes, l'Inde, le Brésil, la Turquie. Tout le monde veut se positionner en Afrique. Donc l'Afrique est un continent d'avenir, ça c'est incontestable. Mais le paradoxe c'est quoi? C'est qu'au moment même où tout le monde pense que l'Afrique est un continent d'avenir, c'est à ce moment que les Africains, eux, ne croient plus en Afrique et ils veulent quitter l'Afrique. Et ces Africains, qui sont-ils? Ce sont les jeunes, c'est-à-dire ceux qui portent cet avenir. Et c'est ceux-là qui aujourd'hui fuient l'Afrique. Et alors il faut se poser la question de savoir pourquoi le continent qui est supposé être l'avenir du monde et qui attire l'attention de tout le monde et que tout le monde veut investir en Afrique aujourd'hui, pourquoi au même moment les Africains, eux, quittent le continent africain? Alors ce qui est grave, c'est que ce ne sont pas seulement des jeunes victimes de chômage, du désœuvrement, etc., qui quittent le continent africain. Mais regardons bien le comportement de l'élite africaine, et notamment ceux qui sont aux affaires, c'est-à-dire ceux qui ont la responsabilité de doter leur pays d'infrastructures dans le domaine éducatif, dans le domaine sanitaire, qui sont en responsabilité pour assurer à l'Afrique une sécurité alimentaire, une autosuffisance alimentaire, la paix, la stabilité, et faire de cette Afrique un véritable Eldorado. Qu'est-ce qui se passe? Cette élite qui a la responsabilité de l'Afrique, elle se soigne à l'extérieur, elle se nourrit à l'extérieur, elle s'habille à l'extérieur, ses enfants naissent à l'extérieur, ses enfants étudient à l'extérieur. On ne croit pas. Alors, si ceux qui sont aux commandes ne croient pas en l'Afrique, comment ces jeunes qui, eux, sont victimes d'un chômage qui atteint parfois 40-60% dans certains pays, comment peuvent-ils faire confiance à leur pays? Donc c'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe de cette Afrique, à la fois un continent d'avenir, un pôle d'attractivité, et cette Afrique qui fait fuir ses propres enfants, c'est-à-dire ceux qui sont supposés en faire un Eldorado demain. Maintenant, la première question de votre intervention portait sur l'expérience sud-africaine. Effectivement, c'est grâce à la sagesse d'un homme comme Nelson Mandela, mais peut-être aussi Desmond Tutu, Frédéric de Klerk, on n'en parle pas beaucoup, c'est grâce à eux que l'Afrique du Sud a évité le pire. Mais maintenant, ce pourquoi il faut œuvrer, c'est la continuité dans l'œuvre de ces grands hommes. C'est s'inspirer d'eux, d'abord pour que les promesses de la nouvelle Afrique du Sud soient tenues, parce que rien ne nous garantit que l'Afrique du Sud ne pourrait pas basculer un jour, parce que c'est un pays qui reste marqué par un apartheid structurel, et ce n'est pas en 25 ans qu'on élimine les conséquences de 4 siècles de domination et de 47 ans d'apartheid. Donc l'Afrique du Sud est un pays qui a réussi une expérience unique, mais cette expérience reste fragile et il faut œuvrer pour qu'elle soit maintenue. Et ça, c'est au niveau sud-africain. Mais maintenant, ce que Nelson Mandela a proposé à l'Afrique du Sud, c'est pour ça que l'UNESCO, une fois encore, a instauré la journée internationale Nelson Mandela, pour que chacun d'entre nous soit à sa manière un Nelson Mandela pour la paix dans nos milieux respectifs, pour la réconciliation dans nos milieux respectifs, pour la dignité dans nos milieux respectifs, parce que Nelson Mandela, lui, il est parti. Mais comment faire pour que l'œuvre de Mandela continue de produire ses effets, ses fruits, non seulement en Afrique du Sud, sur le continent africain, mais dans le reste du monde? C'est pourquoi nous avons la conférence que nous avons donnée il y a 2 semaines sur l'Ubuntu, ou comment faire l'humanité ensemble. C'était une façon de dire que l'expérience sud-africaine peut nous inspirer pour penser notre monde en commun. Le monde, cette fois-ci, ce n'est pas l'Afrique du Sud, ce n'est pas l'Afrique, mais comment nous pouvons vivre ensemble dans ce monde-là
en partage, un monde qui connaît les traumatismes ou les traumatismes que l'Afrique du Sud a connus, l'esclavage, la domination, le racisme, la ségrégation, etc. Comment nous pouvons, en dépit de ce qui s'est passé, construire cet avenir en commun? Et nous avons des signaux. Vous avez vu l'affaire George Floyd, ce que ça a donné comme effet. Vous avez vu certaines affaires, à chaque fois, ça nous rappelle, ça nous renvoie à notre responsabilité. C'est-à-dire comment faire de ce monde un lieu qui soit habitable pour tous et que chacun y trouve sa place. C'est ça le défi de l'héritage de Nelson Mandela. Et nous devons être chacun de Nelson Mandela à notre niveau. La deuxième question, je ne sais pas comment faire pour augmenter le pourcentage de la part de l'Afrique dans les échanges internationaux. Tout ce que je sais, c'est que l'Afrique est un continent qui regorge de matières premières. On dit de l'Afrique que c'est un scandale géologique, hein, c'est ça. Mais le problème, c'est que l'Afrique ne s'est pas dotée des moyens de transformation de ces matières premières, ce qui fait que l'Afrique reste une sorte de réservoir de matières premières. Et donc, l'une des possibilités pour que l'Afrique ne soit pas seulement un réservoir de matières premières, c'est de se doter des moyens de transformation de ces ressources naturelles. Parce que sinon, les économies africaines sont majoritairement des économies de rente et donc, dépendantes de la loi du marché, en tout cas du prix de ces matières premières qui ne sont pas fixées par les exportateurs, mais par les acheteurs ou alors par les sociétés extra-africaines. Donc, l'Afrique a intérêt à transformer l'essai en langage rugbystique, faire de sorte que ces ressources-là soient transformées et permettre au continent africain de participer véritablement au commerce mondial.